Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Moins 9% au premier trimestre 2019, soit 203 faits de moins par rapport à l'an dernier à la même période. La délinquance générale est en baisse, mais les violences intrafamiliales sont en hausse. Les chiffres ont été dévoilés ce matin à la direction de la PAF à Pamandzi. Où est le patron de l'association Fini la galère? C'est ce que se demandent les salariés de l'association qui attendent d'être payés et ils ne sont pas les seuls à se plaindre. Mais alors, pour quelles raisons? Les dessous de cette affaire à découvrir dans cette édition. L'île Ombouzy est-il le réservoir de la flore mahoraise? Pour le savoir, l'association Les Naturalistes mène une mission de prospection et de recensement des plantes dans ce lieu devenu depuis 2007 une réserve naturelle. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À Mayotte, la délinquance générale est en baisse depuis le premier trimestre 2019. En témoignent les chiffres dévoilés ce jeudi par le préfet Dominique Sorin et le procureur de la République, Ami Miansoni, lors d'une conférence de presse à la direction départementale de la police aux frontières en présence d'Ibrahim Yahya et Ibrahim Dogo. Cette tendance se confirme dans plusieurs domaines. D'abord, les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Elles sont en baisse comparées à l'année dernière. Mais dans cette catégorie, les violences physiques non crapuleuses, c'est-à-dire bagarres, règlements de compte ou conflits de voisinage, sont en hausse. Nous sommes sur une tendance baissière qui se confirme après une augmentation très forte de la délinquance à Mayotte, on va dire jusqu'à fin 2016, début 2017. Or, bien sûr, je le répète à chaque fois, c'est encore trop de délinquance pour la population qui souffre de cette délinquance. Mais nous sommes dans un contexte qui évolue. Baisse également sur les atteintes contre les forces de l'ordre, mais elles sont de plus en plus violentes. Les atteintes aux biens diminuent aussi sur l'ensemble du territoire. Les cambriolages d'habitations enregistrent une nette diminution qui est peut-être liée à la présence accrue des forces de l'ordre. Il y a eu une présence renforcée de la police et de la gendarmerie. L'année dernière, nous avons une augmentation très forte de nos effectifs qui va continuer cette année. Donc il y a davantage de présence des policiers et des gendarmes. Il y a aussi d'autres outils qui sont utilisés, comme par exemple les caméras de vidéosurveillance qui ont été développées beaucoup sur Mamoudzou et qui vont certainement aussi se développer dans d'autres communes du territoire. En revanche, le point noir reste les violences intrafamiliales. Elles ont doublé, d'où la nécessité d'agir pour lutter contre les violences faites aux femmes. Des chiffres sur la délinquance en baisse, cependant certaines plaintes ne seraient pas prises en compte. C'est en tout cas ce qu'avance un jeune couple agressé, semble-t-il, il y a 2 mois dans un hôtel du sud de l'île. Par peur de représailles, c'est à visage couvert qu'ils se sont confiés à Yasmine Jaffar et Anastasia Lagara. Une vue à couper le souffle, un atout de poids pour cet hôtel 3 étoiles. Pourtant, la nuit du 9 février a viré au cauchemar pour ce jeune couple. Les amoureux seraient tombés nez à nez sur 3 hommes cagoulés et armés dans leur bungalow. Ils ont couvert la tête de mon copain et ils ont commencé à me faire lever, à tirer mon peignoir, donc j'étais nue. Ils ont essayé de me toucher, je me suis débattue, puis ils ont commencé à me menacer avec leurs machettes. Ils m'ont demandé d'aller dans la chambre, c'est ce que j'ai compris, donc je les ai suivis. Au moment où il allait commencer à me monter dessus, j'ai entendu mon copain qui hurlait, qui tapait partout, donc je ne savais pas ce qui se passait. J'ai réussi à me relever, le mec est parti. Les appels au secours auraient fait fuir les agresseurs. Ils emportent avec eux tous les effets personnels de leurs victimes. Terrorisés par ce qu'ils viennent de vivre, la peur au ventre, le couple se dirige vers l'accueil de l'hôtel pour chercher de l'aide. Mais ce soir-là, il n'y a personne à la réception selon eux. Le jeune couple prend la direction du commissariat de Mamoudzou. Sur place, le dépôt de plainte contre les agresseurs est enregistré. Pour l'hôtel, les policiers les orientent vers la gendarmerie de Mzoazia. On essaie de porter plainte contre l'hôtel Sakouli et il nous dit de revenir le lendemain. Et le lendemain, il nous appelle et il nous dit comme quoi il n'y avait pas de preuve il n'y a pas de preuve et d'obligation de sécurité pour l'hôtel Sakouli, qu'on ne pouvait vraiment rien faire. Mais que dit la loi? Un policier ou un gendarme a-t-il le droit de refuser de prendre une plainte? Que lorsque une victime se présente devant un service de police ou de gendarmerie avec l'intention de déposer plainte, l'agent de police est tenu de recevoir cette plainte, peu importe l'endroit où les faits ont été commis.
Face au sentiment d'impunité, le jeune couple serait retourné voir les responsables de l'hôtel. En guise de dédommagement, on leur aurait offert un dîner qu'ils ont refusé. Leur combat se poursuit sur Internet. Les amoureux déconseillent cet hôtel. Le responsable commercial intervient à son tour et réfute toutes les accusations du couple. Même si d'autres clients témoignent d'agressions et de vols dans cet établissement, comme sur de nombreux sites touristiques de l'île. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent porter plainte parce qu'ils se retrouvent dans une situation un peu délicate. Le cas de la quinzaine de salariés de l'association Fini la galère à Mamoudzou, une association qui s'est donnée comme mission d'instruire les enfants de personnes en situation irrégulière, moyennant finances. Problème, aujourd'hui, son président a tout simplement disparu. Salariés et parents se disent arnaqués. Plus de précisions avec Anastasia Lagara et Abel Kassim Aben. Cette maison, située rue Barakani à Mamoudzou, devait être l'école de la deuxième chance pour une cinquantaine d'enfants déscolarisés et de parents en situation irrégulière. Pour 235 € par an, ils y apprenaient le français, les mathématiques, l'électricité ou encore la couture. Seulement voilà, depuis 2 semaines, le président de l'association Fini la galère s'est tout bonnement volatilisé. Rabianti y a inscrit ses jumelles de 16 ans. Elle prenait régulièrement le taxi depuis Combani, certaine d'avoir un avenir meilleur. Mes filles ne sont pas bien, elles veulent venir à l'école, mais elles ne peuvent pas. Tous les jours, la direction leur dit demain, après-demain. Ils les font tourner en rond. Moi aussi, ça me rend triste. Ça coûte cher le taxi tous les jours. Je veux qu'on nous rembourse les frais de scolarité et de taxi. Aux côtés de Rabianti, les travailleurs de l'association, chaque jour, ils se retrouvent ici, espérant croiser leur patron, un patron qui ne leur a jamais établi de contrat de travail et qui a coupé les ponts sans verser les salaires. Le souci, c'est qu'on nous a promis un contrat, tous les jours on nous dit on remet à demain. Donc on fait confiance. La première fois, on se dit bon, là ça fait que quelques jours. On patiente 1 semaine, 2 semaines et toujours pas de contrat. Enfin, on fait souvent des rassemblements dans le bureau. Il aurait pu nous dire à tel moment, lors de la dernière réunion par exemple, que voilà, là j'ai des problèmes. Je pense que nous sommes tous humains. S'il y a un souci, il fallait qu'ils nous le disent quand même. Mais on apprend de bouche à oreille qu'au fait, il a ouvert notre association à Dumonier là actuellement. On apprend qu'il en a ouvert une autre sur le lit, donc forcément on en pose des questions et sans réponse. Le président de Fini la galère est resté injoignable toute la journée. Les travailleurs ont tenté de porter plainte et de déposer une main courante, mais irrecevable sans contrat de travail. Au final, la galère ne fait que commencer. Une question maintenant dans un tout autre chapitre. Le président du syndicat des eaux a-t-il décidé de mettre de l'eau dans son vin? En tout cas, la communication semble rétablie entre le président du SIAM et le président de l'association des maires, Saïd Omar Wali. Les 2 hommes se sont rencontrés cet après-midi dans le bureau de l'association des maires afin d'aplanir leurs divergences. En effet, Saïd Omar Wali était l'un des farouches opposants à l'initiative de Mohamed Bavi qui avait décidé de rompre de manière unilatéral le contrat d'affermage avec la SMAE à compter du 1er avril demain. Une décision suspendue par le tribunal administratif suite à la demande du maire de Chirongui. On écoute les 2 hommes. Cette réunion elle était très importante parce qu'il fallait absolument qu'on se parle entre nous, c'est-à-dire le syndicat des eaux, l'association des maires, pour que nous puissions, je dirais, comprendre certains éléments. Aujourd'hui, le président est venu, je le remercie. Il nous a remis un document qui relate, je dirais, tout ce qui a été fait en matière de cette crise d'aujourd'hui. Nous allons bien sûr regarder et que nous essaierons d'organiser bien sûr avec les différents partenaires d'autres réunions pour que justement nous essayons de voir plus clair. Parce que, évidemment, certains éléments nous manquaient. Aujourd'hui, nous les avons, donc nous allons les étudier et on se reverra. Parce que dans n'importe quelle crise, si on ne se parle pas, bien sûr, on continue à se taper dessus, alors que Mayotte n'a pas besoin de ça. Je ne suis plus seul. Ce n'est plus le dossier du président du SIAM, mais c'est le dossier du président du SIAM, les délégués du SIAM et le président de l'association des maires, ainsi que certains maires qui s'engagent aujourd'hui à être avec moi pour qu'ensemble, le prix de l'eau baisse, pour que les branchements soient moins chers,
pour que le compteur soit moins cher, c'est-à-dire c'est plus un travail ni un combat d'une personne, mais c'est un combat d'un ensemble de gens qui vont se battre ensemble pour que la population puisse bénéficier le gain du travail de leurs aînés. Le président du SIAM ainsi que le président de l'association des maires, des réactions recueillies par Fahar Husseini. Un mot à présent sur la grève du laboratoire privé de Mayotte, une grève qui se poursuit et pourtant une réunion de négociation en vue d'une éventuelle sortie de crise a eu lieu hier à la DIECT sous la médiation de l'inspection du travail. Plusieurs points sur les revendications des grévistes ont été accordés, mais les discussions coincent notamment sur la prime d'activité. Je vous propose à présent de vous laisser embarquer pour l'îlot Mbouzi, lieu de mise en quarantaine des lépreux dans le temps, lieu devenu par la suite un champ pour les agriculteurs jusque dans les années 90. Alors comment la nature y a-t-elle repris ses droits? C'est ce que tente de savoir l'association Les Naturalistes avec une mission de recensement de la flore sur place. Aurélien Février, Alda Alidi. L'îlot Mbouzi est là, devant nous. Connu de tous par ses légendes, il est aujourd'hui un véritable laboratoire de la faune et surtout de la flore mahoraise. Depuis quelques années, la nature y a repris ses droits dans ce qui est devenu, depuis 2007, une réserve naturelle. Cette île, en fait, était entièrement cultivée. Pratiquement, il ne restait véritablement que quelques reliques de boisement naturel. Et suite à l'abandon en fait, des pratiques agricoles, dont les dernières pratiques se sont arrêtées en 1992, l'îlot a progressivement repris une trajectoire de cicatrisation vers des forêts naturelles. Vincent Boulet et 2 membres des naturalistes de Mayotte qui ont la gestion de l'îlot sont là pour le cartographier en vue d'un nouveau plan de gestion et pourquoi pas d'y découvrir de nouvelles espèces. De la présence humaine, il ne reste que le bâtiment de soins de la léproserie du début du XXe siècle et les déchets venus avec les marées de grandes et de petites terres. Pour le reste, ce n'est que nature où les espèces endémiques se succèdent à l'image de cet hibiscus. On a 15 espèces patrimoniales qu'on suit régulièrement. Et donc ici, vous avez ce qu'on appelle l'hibiscus comorensis, qui est une espèce qui est protégée, qui est très 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 rare. Donc là, aujourd'hui, on a la chance de la voir en fleurs, on ne la voit pas tout le temps en fleurs. Le travail de recensement, lui, peut se poursuivre. Un McPhersonien, on a 2. Donc là, j'étais juste en train de regarder pour être sûr que l'espèce en question auquel je pensais était bien celle-là. Et au fur et à mesure des observations, le bilan est positif pour Vincent Boulet. Vous avez une très belle restauration. Le ficus peut-être a été planté, on ne sait pas trop bien. Mais sinon, toutes les espèces qui sont ici sont des espèces indigènes en fait. Et donc on a une restauration naturelle qui, je dirais, on pourrait presque dire, qui est parfaite. Les seuls parasites ici, ce sont les arbres eux-mêmes, à l'image du tulipier du Gabon, et les rats. Ils n'ont pas empêché à l'îlot Mbouzi de retrouver sa forêt naturelle en quelques dizaines d'années, après avoir vu des champs de bananes et de manioc notamment proliférer sur ces 82 hectares de terrain. Une situation exceptionnelle qui ne semble propre qu'ici, même si certains aiment le comparer à la Grande Terre en miniature. Et à retenir également dans l'actualité la 12e édition du FATMA, le Festival des arts traditionnels de Mayotte qui démarre la semaine prochaine. Le FATMA présenté comme étant la vitrine de la diversité des chants et danses locales. Ce festival, l'occasion également de présenter un ouvrage à paraître sur l'esclavage à Mayotte et sa région. En lien de Moneissa, Fahar Husseini. Cet ouvrage, L'esclavage à Mayotte et dans sa région, est un appel à la conscience des jeunes. Il est destiné à lutter contre le déni. Il sera mis en avant lors de ce festival des arts traditionnels. L'ouvrage sur l'esclavage s'inscrit dans une volonté de lutter contre le déni et permettre aux Mahorais de s'approprier leur histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'histoire et pire encore, il y en a qui s'interrogent même sur si l'esclavage a existé à Mayotte. Et donc cet ouvrage permet aux Mahorais de se réconcilier avec eux-mêmes. C'est d'abord réveiller la conscience de nos jeunes étudiants et scolaires pour leur montrer qu'effectivement, contrairement à tout ce qui est faussement véhiculé, l'esclavage a bien existé à Mayotte. Et puis il y a des éléments qui le montrent, il y a des vestiges
les patrimoniaux, surtout au plan linguistique, au plan artistique, à travers les danses, à travers les arts, la cuisine et tout ce qu'on sait comme phénomène socioculturel. Le travail n'a pas été facile pour regrouper toutes les informations nécessaires et indispensables à la réalisation de l'ouvrage. On a à l'intérieur des archives départementales des agents qui ont des connaissances affirmées sur l'histoire de l'esclavage. Donc ils ont contribué en tant qu'auteurs. Et puis il y a eu un autre volet, c'est le volet de la coordination. La recherche des auteurs, lancer des appels à contribution pour rechercher les gens à l'extérieur de Mayotte qui ont une connaissance approfondie sur cette question pour qu'ils puissent nous envoyer leurs textes et après sélectionner les textes pour qu'on puisse les mettre à la disposition des lecteurs dans cet ouvrage qui va paraître bientôt. L'ouvrage vient de paraître samedi 27 avril, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage. En marge de ce festival, une conférence est prévue au conseil départemental. Les auteurs pourront échanger avec le public. Il faut noter aussi qu'un autre ouvrage simplifié sur l'histoire de Mayotte est en programmation. D'ailleurs, le département a signé une convention avec l'université de Dar es Salaam en Tanzanie en vue d'associer l'ensemble des chercheurs de la zone du canal de Mozambique pour travailler sur le livre L'histoire de Mayotte. Autre question à présent, quel développement, quel aménagement pour Mayotte à l'horizon 2050? C'est pour répondre à cette interrogation que le conseil départemental, les acteurs économiques et associatifs se réunissent à Longoni pendant 2 jours. Dans le cadre du SAR, le schéma d'aménagement régional, ces premiers échanges se poursuivent donc jusqu'à samedi. Bibi Maria Malidi et Fahar Housseni nous en disent plus. Gérant d'une entreprise service du numérique, Faisal Moussoun attend beaucoup de ce SAR, schéma d'aménagement régional. Pour lui, il est important que Mayotte s'ouvre au monde pour son développement. D'ici une vingtaine d'années, on aura des voitures autonomes, qu'on aura des opérations qui se feront à distance dans le domaine de la santé, chirurgicale par exemple, en télémédecine. C'est peut-être beaucoup plus de travail en mobilité, donc de télétravail. Donc il faut se dire que ce que vivront finalement ceux qui vont nous succéder dans une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années sera totalement différent de ce qu'on vit. Et si on ne prépare pas le terrain pour que eux, en arrivant, ils disposent des meilleures conditions, et ben on va générer du retard pour eux. Mayotte au monde, l'intitulé de cette première session d'atelier du territoire, c'est aussi la formation et l'ingénierie dans la région et à l'international. Nous devons réfléchir sur l'enseignement, sur la coopération, sur les relations que nous devons entretenir avec les pays de la région et avec le monde pour tirer mieux profit des compétences disponibles et engager ces connaissances pour en faire profiter à notre territoire. Pour le conseiller départemental qui préside ce schéma d'aménagement régional, Mayotte doit être ambitieuse et faire confiance aux acteurs locaux. Pendant 1 an, une entreprise de métropole ne peut pas construire Mayotte. Donc c'est à nous, Maoré, dans tous les domaines, de nous approprier, de construire Mayotte. L'entreprise, elle est là pour formaliser. Mais les acteurs, ce sont les locaux. La population sera consultée. Il y aura des tournées, en tout cas, des réunions publiques dans toutes les villes ou tous les villages. Il y aura aussi des plateformes sur Internet auxquelles les avis pouvaient être versés. D'autres ateliers de travail sont prévus ce samedi 20 avril au lycée agricole de Coconi. À la fin de ces rencontres, un carnet d'ateliers sera produit pour synthétiser les échanges et restituer les axes du projet qui auront émergé en séance. Ces propositions seront ensuite formalisées au sein du projet de territoire et des documents constitutifs du SAR. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle les chiffres de la délinquance et de l'immigration clandestine dévoilés ce matin par les autorités. De manière générale, la délinquance baisse de 9% pour le premier trimestre 2019. Une bonne chose, même si cette dernière reste toujours aussi inquiétante, rapporte le préfet Dominique Sorin. Et s'agissant de l'immigration clandestine, en 3 mois, 7000 étrangers ont été éloignés de Mayotte, dont 98% à destination des Comores voisines. Voilà pour ces quelques chiffres. Demain,
En radio, l'invité de Zakweli à 7h15 devrait être Ali Nizari, le président de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Papino Zaidani pour le journal en maoré. S'en suivra 2 épisodes de Zana Zamaoré. Excellente soirée à vous et à demain.